Lorsque les lumières d'une métropole s'éteignent, la technologie devient une prison. Dans la tour la plus haute et la plus moderne de la ville, une panne totale des systèmes de secours piège des dizaines de résidents dans les étages supérieurs, les condamnant à une attente angoissante. Suspendu à l'extérieur, un simple laveur de vitres, bloqué sur sa nacelle, devient leur seul et unique espoir. Armé de ses cordes et de son courage, il va entreprendre une ascension vertigineuse pour les libérer. Si vous aimez les histoires de héros du quotidien qui accomplissent des actes extraordinaires, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le monde de Julien était un rectangle de métal et de verre suspendu à 700 pieds au-dessus du pouls frénétique de la ville. Depuis sa nacelle, les voitures n'étaient que des insectes métalliques, les gens des points insignifiants se déplaçant le long des canyons de béton. Il y avait une paix étrange et profonde dans cette solitude, un détachement que seuls les alpinistes et les laveurs de vitres de gratte-ciel pouvaient vraiment comprendre. Le vent était son seul compagnon, un murmure constant et puissant qui testait la solidité de ses câbles, la tension de ses nerfs et la chaleur de sa combinaison de travail. Ancien grimpeur chevronné du massif du Mont Blanc, Julien avait échangé les parois rocheuses imprévisibles contre les façades de verre lisse et verticales de la capitale. Les principes, cependant, restaient immuables, une confiance absolue et sans faille dans son équipement, une connaissance intime et quasi sacrée des nœuds, et un respect profond pour le vide béant qui s'étendait sous ses pieds. Chaque mouvement de sa raclette sur la vitre était précis, économique, une chorégraphie apprise et perfectionnée par 15 années de répétition. Son esprit, lui, était rarement là, suspendu dans les airs. Il était à des kilomètres de là, au 4e étage d'un immeuble modeste, au chevet de sa fille de 8 ans, Lina. Il était là, dans la chambre d'hôpital, à écouter le bip régulier des machines qui maintenaient en vie son petit univers. Son combat contre une maladie rare et coûteuse était la raison pour laquelle il travaillait sans relâche, acceptant les contrats les plus dangereux, les plus hauts, ceux que les autres refusaient. Chaque mètre carré de verre qu'il nettoyait, chaque goutte de sueur qui perlait sur son front sous son casque, était une petite victoire contre l'injustice, un pas de plus vers le traitement expérimental en Suisse qui pourrait la sauver. C'est pourquoi il était encore là, sur la face nord de la tour Zénith, le plus récent et le plus arrogant des gratte-ciel de la ville, bien après que les autres équipes fussent rentrées. Il voulait finir la section, gratter quelques heures supplémentaires sur sa fiche de paie. Le soleil commençait sa lente descente, peignant la ville de teintes dorées, puis orangées et enfin pourpres. C'est à cet instant précis, alors que la beauté du spectacle le captivait, que le monde s'est éteint. Ce ne fut pas une extinction progressive, comme une bougie qui vacille. Ce fut brutal, instantané, absolu. D'un seul coup, comme si un interrupteur cosmique avait été actionné, toutes les lumières de la ville disparurent. Les gratte-ciel, qui quelques secondes auparavant étaient des joyaux scintillants, devinrent des monolithes noirs, des silhouettes menaçantes se découpant sur un ciel qui perdait ses dernières couleurs. Les rues, ces rivières de lumière, se transformèrent en canyons d'obscurité totale. Le silence qui suivit fut encore plus choquant que l'extinction elle-même. Le bourdonnement constant et omniprésent de la métropole, ce son que l'on n'entend plus à force de l'entendre, cessa. Un silence de mort, total, qui dura une seconde, peut-être deux, un silence si profond que Julien pouvait entendre le battement de son propre cœur. Puis, la ville répondit à sa propre mort. Une cacophonie lointaine de klaxons commença, suivie par des centaines d'alarmes de voitures qui se déclenchèrent en cascade, et enfin, les premières sirènes plaintives des services d'urgence, des sons fragiles dans l'immensité de la nuit. Depuis son perchoir, Julien assista à ce spectacle apocalyptique avec un détachement professionnel. Il sentit le léger soubresaut de sa nacelle lorsque le moteur électrique qui la contrôlait grésilla, gémit et se coupa. Il était bloqué. Sa première réaction ne fut pas la panique, mais une évaluation calme et méthodique de la situation. Il vérifia son harnais de sécurité, ses 2 lignes de vie ancrées solidement à la structure du toit. Il était en sécurité. Il avait une bouteille d'eau, une barre de céréales dans son sac. Il pouvait attendre. Mais en regardant attentivement la tour Zénith, il remarqua quelque chose d'étrange et d'inquiétant. D'habitude, en cas de panne de secteur, les générateurs de secours, des monstres de puissance logés dans les sous-sols, prenaient le relais en moins de 10 secondes, illuminant les couloirs, les issues de secours et les systèmes de sécurité. Mais la tour restait désespérément noire. Pas une seule lumière de secours. Pas un seul signe de vie électrique. Un frisson, qui n'avait rien à voir avec le vent, parcourut son échine. Il n'était pas un expert en électricité, mais il était un expert de ces bâtiments. Il savait ce que cela signifiait. Une défaillance en cascade. Une panne totale, incluant les systèmes de secours. Et il savait que la tour Zénith, avec ses systèmes de verrouillage magnétique de pointe et ses étages sécurisés, venait de se transformer en un tombeau vertical. À l'intérieur du Sky Lounge, au 82e étage de la tour Zénith, la panne de courant avait d'abord été accueillie par des rires nerveux et des plaisanteries sur la fin du monde.
Élise, une jeune architecte talentueuse qui avait participé à la conception des intérieurs du bâtiment, se trouvait là pour une réception d'entreprise. Entourée de cadres supérieurs en costumes coûteux et de leurs partenaires parés de bijoux, elle avait d'abord affiché une confiance professionnelle. Les générateurs vont démarrer d'une seconde à l'autre, avait-elle lancé avec un sourire rassurant à un collègue anxieux. Ce bâtiment a des systèmes redondants quadruples. Il est infaillible. Mais les secondes s'étaient transformées en minutes angoissantes, et le noir était resté total, oppressant, seulement troublé par la lueur blafarde des téléphones portables. Le silence, au début, avait été pesant. Puis, les murmures anxieux avaient commencé, enflant jusqu'à devenir une cacophonie de plaintes et de questions paniquées. Le bruit de la ventilation, ce souffle constant et rassurant, s'était arrêté, et l'air commençait déjà à se raréfier, à devenir plus lourd, plus chaud. La panique commença réellement à s'installer lorsque plusieurs personnes tentèrent d'ouvrir les lourdes portes en verre menant aux escaliers de secours. Elles étaient bloquées, scellées. Les serrures magnétiques de haute sécurité, conçues pour isoler hermétiquement les étages en cas d'incendie, étaient maintenant des verrous inviolables en l'absence de courant. Ils étaient piégés. Élise sentit une sueur froide perler sur son front. Elle connaissait les plans du bâtiment par cœur. Elle savait que sans électricité pour envoyer un signal de déverrouillage depuis le poste de sécurité centrale, il n'y avait aucune commande manuelle pour ces portes depuis l'intérieur. C'était une faille de conception, une arrogance technologique qui sacrifiait la logique la plus élémentaire à une sécurité automatisée et aveugle. Un homme plus âgé, M. Dubois, un des principaux investisseurs du projet, commença à respirer bruyamment, son visage devenant cireux. Sa main se crispa sur sa poitrine. Son épouse cria qu'il avait des problèmes cardiaques, qu'il avait besoin d'air, de ses médicaments restés dans sa suite, 30 étages plus bas. Le chaos menaçait d'éclater. Les téléphones portables, privés de réseau cellulaire par la panne généralisée, étaient devenus des briques inutiles, leurs écrans affichant un désespérant aucun service. Ils étaient coupés du monde, enfermés dans une cage de verre et d'acier à près de 1000 pieds du sol. Pendant ce temps, à l'extérieur, Julien avait compris la gravité de la situation. Il n'était plus un simple spectateur. Il était le seul témoin direct de l'emprisonnement silencieux qui se déroulait à quelques centimètres de lui, de l'autre côté de la vitre. Il manœuvra sa nacelle, la tirant à la force de ses bras le long de ses câbles de sécurité pour se rapprocher de la grande baille vitrée du salon. Il colla son visage contre la surface froide. Il vit des ombres bouger à l'intérieur, des silhouettes errant dans l'obscurité, faiblement éclairées par les écrans de leur téléphone. Puis, il vit une main se plaquer contre la vitre, les doigts écartés, un appel muet et désespéré à l'aide. Cette image, simple et poignante, brisa son calme professionnel. Il pensa à Lina, à sa fragilité, à la peur qu'elle devait ressentir si elle se sentait piégée, impuissante. Un sentiment de responsabilité féroce, presque paternel, s'empara de lui. Il ne pouvait pas rester là à attendre les secours qui ne viendraient peut-être pas avant des heures, peut-être même le lendemain matin. Les gens à l'intérieur n'avaient peut-être pas autant de temps. Il regarda sa nacelle, inerte. Descendre était impossible. Mais monter était une autre affaire. Son regard se porta sur les points d'ancrage de sécurité de sa nacelle, ces solides anneaux d'acier fixés à la façade tous les 3 étages. Il leva les yeux vers le toit, une silhouette sombre se découpant sur le ciel étoilé, une vingtaine d'étages plus haut. Une idée folle, insensée, commença à germer dans son esprit. Il avait son propre matériel d'escalade dans son sac. Un baudrier, des cordes, des mousquetons, des descendeurs, tout l'attirail d'un homme qui avait passé sa jeunesse à conquérir des sommets. Il avait la force, la technique. Il connaissait cette façade mieux que personne, chaque joint, chaque rebord, chaque prise potentielle. Il pouvait escalader le bâtiment. C'était un défi titanesque, une entreprise aux limites des capacités humaines, surtout à son âge. Mais en regardant à nouveau la main sur la vitre, il sut qu'il n'avait pas le choix. Il n'était plus un laveur de vitres. Il était le seul sauveteur disponible. La décision prise, une clarté glaciale et une concentration absolue s'installèrent dans l'esprit de Julien. La peur ne disparut pas, elle était toujours là, un œuf froid au fond de son estomac, mais elle fut mise de côté, rangée dans un coin de son cerveau pour être traitée plus tard. Pour l'instant, il n'y avait que la tâche à accomplir, la séquence de mouvements à exécuter, la pure mécanique de la survie et du sauvetage. Il ouvrit son sac de matériel, un vieux sac en toile usée qu'il avait suivi sur d'innombrables parois, et ses doigts, bien que gourds par le froid naissant, se mouvèrent avec une dextérité assurée, presque instinctive. Il enfila son baudrier d'escalade personnel par-dessus sa combinaison de travail, le sentant s'ajuster à ses hanches comme une vieille connaissance. Il organisa son équipement sur les portes matérielles de son baudrier, une corde statique de 60 mètres, une série de mousquetons à vis en alliage léger, des sangles en dynéma, un jeu de bloqueurs mécaniques, un assureur.
Chaque pièce était une promesse de sécurité, chaque clic de métal un son rassurant qui chassait une partie de l'angoisse. Son plan était simple en théorie, mais extraordinairement complexe et dangereux en pratique. Il allait utiliser ses cordes pour se hisser d'un jeu d'ancrage de la nacelle au suivant, progressant de 3 étages à la fois. C'était une forme d'escalade artificielle, une technique qu'il n'avait pas pratiquée depuis ses jeunes années dans le massif du Mont Blanc, mais son corps, ses muscles, avaient une mémoire qui ne s'effaçait jamais. Il commença par attacher sa corde aux 2 points d'ancrage de sécurité en acier inoxydable situés juste au-dessus de sa tête. Puis, utilisant un système de poulies et de bloqueurs, il commença à se hisser. Le premier mouvement fut le plus difficile, celui où il quitta la sécurité relative du plancher de sa nacelle pour se confier entièrement à la corde et au vide. Il se retrouva suspendu dans le néant absolu, son corps un pendule fragile se balançant au gré du vent à plus de 200 mètres du sol. La montée était une épreuve de force brute et d'endurance. Chaque hissage était une brûlure dans ses épaules et ses bras, un effort herculéen répété encore et encore. Le frottement de la corde sur ses gants en cuir, le grincement métallique de ses bloqueurs, le sifflement du vent dans ses oreilles, et le son de sa propre respiration haletante étaient les seuls bruits dans son univers silencieux. Il progressait lentement, méthodiquement. Atteindre un jeu d'ancrage. Se sécuriser avec une sangle. Récupérer sa corde. La lancer et la fixer aux ancrages suivants, 3 étages plus haut. Et recommencer. Étage après étage, il s'élevait le long du monolithe de verre noir, une minuscule araignée humaine sur une toile invisible. À travers les vitres, il voyait des scènes de désarroi. Des visages se tournaient vers lui, d'abord incrédules, puis remplis d'un espoir fou et désespéré. Il ne pouvait pas leur parler, ne pouvait que leur adresser un signe de tête déterminé avant de poursuivre son ascension. Ces visages devinrent son carburant, transformant sa peur en une détermination froide et inébranlable. Au 78e étage, une rafale de vent plus violente que les autres le projeta contre la façade. Le choc lui coupa le souffle, et le mousqueton attaché à sa ceinture racla le verre avec un bruit strident qui lui fit froid dans le dos. Il resta immobile un instant, le cœur battant à tout rompre, attendant que le balancement s'arrête. Le vide en dessous de lui était un trou noir béant, une invitation à l'oubli. Il ferma les yeux, inspira profondément, et pensa à Lina, à son sourire, à sa fragilité. Il ne pouvait pas tomber. Il ne voulait pas tomber. Il reprit son ascension, ses mouvements encore plus précis, plus concentrés. Le métal du bâtiment était froid sous ses doigts. La ville, en dessous, était une mer d'obscurité, silencieuse et indifférente. Il était seul, un homme contre une montagne de verre et d'acier, et il grimpait vers le ciel, vers le salut de parfaits inconnus. Les derniers étages furent une torture pure et simple. L'acide lactique brûlait dans ses muscles avec l'intensité d'un feu liquide, ses mains étaient gourdes et douloureuses malgré l'épaisseur de ses gants, et l'altitude rendait l'air plus fin, plus froid, chaque inspiration semblant moins efficace que la précédente. Chaque hissage exigeait désormais une volonté de fer, un effort mental autant que physique pour commander à ses membres épuisés. Le toit, qui semblait si proche depuis si longtemps, refusait de se laisser atteindre, chaque étage se dressant comme une nouvelle falaise, chaque jeu d'ancrage semblant plus éloigné que le précédent. Mais enfin, après ce qui lui parut une éternité de souffrance et de concentration, sa main gantée se posa sur le rebord en béton du parapet du toit. Le contact avec la surface rugueuse et solide fut comme une décharge électrique. Avec un dernier grognement d'effort, un son animal arraché à ses entrailles, il se hissa par-dessus et s'effondra sur la surface goudronnée, le corps tremblant de manière incontrôlable, la poitrine haletante, aspirant de grandes goulées d'air glacial. Il resta là un long moment, peut-être 1 minute, peut-être 5, le visage contre le sol froid et granuleux, savourant la sensation de la solidité sous lui, l'absence de vide. Il avait réussi la première partie de son plan insensé. Il avait atteint le sommet. Il se releva péniblement, ses jambes flageolantes, et contempla le spectacle. D'ici, le blackout était total, absolu. La ville était une mer d'encre noire, un paysage négatif où seuls les phares des rares voitures et les gyrophares des véhicules d'urgence traçaient des lignes de lumière fragiles et éphémères dans l'obscurité. Le silence était encore plus profond qu'à mi-hauteur, un silence cosmique, seulement troublé par le murmure constant du vent qui balayait le toit. Il n'y avait pas de temps à perdre. Son regard balaya la vaste étendue du toit, un paysage technique et désolé de bouches d'aération, d'antennes de communication et d'énormes unités de climatisation qui ressemblaient à des bêtes endormies. Il cherchait un point d'ancrage. Pas n'importe quel point d'ancrage. Il lui fallait quelque chose d'indestructible, quelque chose capable de supporter non seulement son poids, mais le poids de plusieurs personnes et la tension dynamique d'une tyrolienne de près de 50 mètres. Il repéra l'immeuble boréal, de l'autre côté de la rue. Son toit, couvert de gravier, était une bonne vingtaine d'étages plus bas, ce qui créait une pente idéale pour une évacuation par gravité. La distance était considérable, un gouffre d'obscurité qui donnait le vertige.
Son esprit d'alpiniste et de technicien prit le relais, chassant la fatigue. Il commença à évaluer les options avec un œil critique. Les unités de climatisation? Trop légères, simplement posées sur le toit. Les supports d'antenne? Pas conçus pour supporter une charge latérale de cette magnitude. Puis il le vit. Le socle de la grue de maintenance du bâtiment. Une structure massive en acier, une poutrelle en nage de la taille d'une petite voiture, boulonnée directement à la charpente principale de la tour avec des boulons de titane gros comme le poing. C'était l'équivalent d'un piton d'ancrage planté au cœur de la montagne. C'était parfait. Il se mit au travail, son épuisement oublié, remplacé par une concentration intense et presque méditative. Il déroula sa corde de secours principale, une corde statique de 12 mm d'épaisseur, conçue pour les opérations de sauvetage les plus extrêmes. Il la passa autour de la base de la grue, créant une boucle maîtresse qu'il sécurisa par une série de nœuds complexes et redondants, un nœud de 8, un nœud de pêcheur double qu'il serra avec une force surhumaine. Il prépara le reste de son équipement, calculant les angles, les forces de friction, les marges de sécurité. Chaque geste était le fruit de décennies d'expérience, une connaissance intime du comportement des cordes et du métal sous tension. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Une seule boucle mal faite, un seul mousqueton mal verrouillé, et tout serait fini. Il était seul sur le toit du monde, un funambule se préparant à tendre son fil au-dessus de l'abîme, un fil qui ne serait pas seulement son chemin, mais le chemin de la vie pour les inconnus piégés en dessous. Le plus grand défi technique était maintenant de faire traverser la corde au-dessus du gouffre béant qui le séparait de l'immeuble boréal. La distance, près de 50 mètres, était trop grande pour la lancer, même avec le poids de son extrémité. Le vent qui s'engouffrait dans le canyon urbain la dévirait inévitablement. Il avait besoin d'une ligne pilote, une cordelette plus fine et plus légère pour établir le premier contact, un pont fragile sur lequel il pourrait ensuite tracter la véritable ligne de vie. Il fouilla dans son sac et sortit une bobine de cordelette en dynéma de 3 mm. Ce fil, à peine plus épais qu'un lacet, était capable de supporter une tension de plusieurs centaines de kilos, une merveille de technologie textile. Il y attacha l'un de ses outils les plus lourds, une clé à molette en acier massif qui pesait près d'1 kilo. C'était son seul projectile, sa seule chance. Il se positionna au bord du toit, les pieds calés contre le parapet. Il fit tournoyer la clé au bout de la cordelette, comme une fronde, pour lui donner de l'élan, le métal sifflant dans l'air. Il calcula la trajectoire, prit en compte la force et la direction du vent, et lança le tout dans l'obscurité de toutes ses forces. La clé tournoya dans l'air, un projectile sombre filant vers l'autre toit. Le premier essai fut trop court, l'objet s'écrasant contre la façade de l'immeuble boréal une dizaine de mètres trop bas. Le deuxième essai, dévié par une rafale de vent soudaine, passa loin sur la droite. Il récupéra sa ligne, ses bras protestant à chaque fois contre cet effort supplémentaire. Il ne lui restait plus beaucoup de force. Il savait qu'il n'aurait que quelques tentatives avant que l'épuisement ne le gagne complètement. Pour le troisième essai, il attendit une accalmie, prit une profonde inspiration et lança avec une précision née du désespoir. Il suivit la trajectoire de la ligne jusqu'à ce qu'elle disparaisse, et tendit l'oreille. Après quelques secondes qui parurent une éternité, il entendit un faible claque métallique, suivi d'un bruit de grattement. La clé avait atterri sur le toit de l'immeuble boréal. Un immense soulagement le submergea, mais le travail n'était qu'à moitié fait. Maintenant, il fallait espérer que quelqu'un, en bas, comprenne. Il saisit sa lampe frontale et l'agita, dessinant de grands cercles lumineux en direction de l'autre bâtiment. Miraculeusement, une lumière faible, probablement celle d'un téléphone portable, lui répondit depuis le toit d'en face. Des gens, peut-être des résidents de l'immeuble ou des passants qui avaient vu son incroyable ascension, étaient là. Utilisant un code morse improvisé et simpliste qu'il avait appris dans sa jeunesse, il leur fit signe de trouver la ligne et de tirer. Lentement, péniblement, il sentit la tension sur la cordelette. Ils avaient compris. Il attacha solidement la corde de sauvetage principale à la cordelette et leur fit signe de continuer à tirer. Le processus fut long et ardu. La grosse corde, lourde et offrant une grande résistance au vent, traversa l'abîme centimètre par centimètre, un serpent orange et blanc rampant dans le ciel nocturne. Enfin, elle fut de l'autre côté. Il leur fit signe de l'enrouler autour d'une structure solide, une grosse cheminée industrielle en briques. Mais ce n'était pas suffisant. Pour la sécurité de l'opération, il devait aller vérifier et sécuriser l'ancrage lui-même. Il n'y avait qu'une seule solution. Il devait être le premier à traverser. Il installa une poulie de sauvetage sur la corde maintenant tendue, s'y attacha avec son baudrier et 2 longes de sécurité redondantes. Après une dernière vérification de son propre ancrage, il prit une profonde inspiration et s'élança dans le vide. La traversée fut à la fois terrifiante et exaltante. Il glissait à une vitesse vertigineuse au-dessus de la rue plongée dans le noir,
le vent hurlant autour de lui. Il était une comète solitaire filant entre deux monolithes d'acier. Il atterrit lourdement sur le toit de l'immeuble boréal, où deux jeunes hommes, des civils, le regardaient avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Sans perdre un instant en explication, il perfectionna l'ancrage, créant un système sécurisé et redondant autour de la cheminée. La tyrolienne était prête. Mais maintenant, comment évacuer les gens? Il ne pouvait pas retourner à la tour Zénith. Il leur cria des instructions, sa voix se perdant dans le vent. Ils ne pouvaient pas l'entendre. Il fallait ouvrir une fenêtre. Il leur fit des signes désespérés avec sa lampe. À l'intérieur de la tour, Élise et les autres avaient assisté à toute la scène avec un mélange de terreur et d'espoir. Ils le virent tendre la corde, puis traverser le vide. Ils comprirent. Un jeune homme robuste, un des cadres, saisit un lourd extincteur en laiton et, après plusieurs coups puissants, réussit à briser l'une des immenses vitres du salon. Le bruit du verre qui explose et l'appel d'air glacial qui s'ensuivit furent le signal. Julien attacha un harnais de secours à la poulie et le laissa glisser le long de la tyrolienne jusqu'à la fenêtre brisée. Le fil de l'espoir était tendu. L'opération d'évacuation fut une épreuve de patience, de nerfs et de communication primitive. Chaque traversée était une odyssée de 2 minutes au-dessus d'un vide de plusieurs centaines de mètres, un voyage entre la prison et la liberté. Julien, depuis le toit de l'immeuble boréal, agissait comme un chef d'orchestre, criant des instructions que le vent emportait, les complétant par des gestes amples et précis de sa lampe. Le jeune homme robuste à l'intérieur de la tour, qui s'appelait Thomas, devint son lieutenant, son relais indispensable. C'est lui qui, avec un courage remarquable, aida chaque personne à enfiler le harnais de secours, à surmonter sa peur et à se lancer dans le vide. La première personne à traverser fut M. Dubois, l'homme cardiaque. Il était livide de peur, ses yeux fermés, un chapelet de prière murmuré s'échappant de ses lèvres. Julien et les deux jeunes hommes qui l'aidaient le réceptionnèrent avec une douceur infinie, le détachant et l'enveloppant dans une couverture. Son arrivée saine et sauve fut une victoire immense, la preuve que l'impossible était en train de se réaliser. Puis ce fut le tour des autres, un par un. Une femme en état de choc qui pleurait silencieusement pendant toute la traversée. Un adolescent qui tenta de paraître courageux en faisant un signe de la main au milieu du trajet, mais dont le visage trahissait une terreur profonde. Le couple qui ne se lâcha pas la main jusqu'au dernier moment, insistant pour que l'autre passe en premier. Chaque arrivée était une victoire, une vie reprise à la prison de verre. Julien, aidé par ses deux assistants improvisés, réceptionnait chaque personne, les détachait, vérifiait que le harnais et la poulie étaient en bon état, et les renvoyait de l'autre côté. Son corps fonctionnait à l'adrénaline pure, ses muscles endoloris protestant à chaque mouvement, mais son esprit était d'une clarté absolue. Élise fut la dernière à traverser. Avant de s'élancer, elle s'attarda un instant à la fenêtre brisée, son regard croisant celui de Julien de l'autre côté du vide. Un échange muet, mais chargé de sens. Un échange de gratitude, de respect, et une reconnaissance partagée de l'extraordinaire événement qu'ils étaient en train de vivre. Puis elle se lança. Sa traversée fut silencieuse, presque méditative. Elle, l'architecte, fuyait son propre bâtiment, une merveille technologique devenue un piège mortel, sauvée par un homme dont le courage et l'ingéniosité dépassaient de loin toutes les technologies qu'elle avait aidé à installer. Lorsqu'elle arriva sur le toit, les premières lueurs de l'aube commençaient à poindre à l'est. Le ciel, d'un noir d'encre, se teinta de nuances de violet, de rose et d'orange, révélant lentement la silhouette de la ville endormie et impuissante. Avec le dernier survivant en sécurité, un calme étrange et solennel s'installa sur le toit. Les rescapés, une douzaine de personnes, étaient assis en silence, enveloppés dans des couvertures apportées par les résidents de l'immeuble, contemplant la tour qui les avait presque tués. Les gyrophares des premiers camions de pompiers commençaient enfin à converger vers la base de la tour, leurs sirènes un son maintenant rassurant. Julien, lui, s'était déjà mis à l'écart. Son travail était terminé. Il commença à enrouler méthodiquement ses cordes, ses outils, les instruments de son miracle nocturne. Les pompiers qui montèrent sur le toit le regardèrent avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Ils lui posèrent des questions, lui demandèrent son nom. Il répondit vaguement, haussant les épaules. Il n'était pas un héros. Il était un père de famille qui avait fait ce qu'il fallait. Alors que le soleil se levait, illuminant la ville qui se réveillait lentement de sa nuit de chaos, il jeta un dernier regard à la tour Zénith, cette montagne de verre qu'il avait conquise. Il ne pensait pas à la gloire ou à la reconnaissance. Il pensait à Lina. Il avait assez gagné pour la journée. Il avait défié la gravité et la mort, non pas pour l'adrénaline, mais pour elle. Il était Julien, le laveur de vitres. Et pour une nuit, il avait été le fil fragile auquel s'était accroché l'espoir d'une poignée d'inconnus.